Bonsoir à tous et bienvenue dans la totale dimanche. Et voici le sommaire. L'heure est grave. La situation sociale et politique au Sénégal frôle le chaos. L'arrestation d'Ousmane Sonko a soulevé une tension populaire, des morts, des pillages, des agressions. Les appels au calme se multiplient. Le discours des religieux est plus que jamais attendu. C'est à voir dans Confraternellement. Coronavirus, cela fait 1 an que le Sénégal lutte contre le Covid-19 sur tous les plans. L'économie tente de se relever du choc. Plusieurs projets sont élaborés par l'État pour une meilleure relance. Notre pays face aux défis économiques au menu dans Coin Éco. Et la pandémie également dans Bouillon Culture. Youssouf Konté a demandé aux Sénégalais comment parviennent-ils à garder une distance physique quand on sait que la poignée de main est ancrée dans les habitudes. À la rencontre dans Tranche de vie d'une victime de la colère des manifestants. C'est un investissement de toute une vie qui vient de s'effondrer. Khadilo a vu son magasin saccagé. Il ne lui reste plus rien que des yeux pour constater le tort subi. Bonne semaine, ce sera en fin de magazine avec Nancy Diouf. Bienvenue à tous. L'arrestation du leader politique Ousmane Sonko a provoqué des heurts sans précédent dans tout le pays. Officiellement, l'on parle de 4 morts dans des manifestations opposant forces de l'ordre et citoyens. D'autres Sénégalais ont également payé le prix fort dans des agressions cette semaine. Et face à cette situation, aux allures d'un chaos, des voix s'élèvent de plus en plus pour appeler au calme. D'autres interpellent les chefs religieux. Abdourahmane Ly. Le discrédit jeté sur l'Assemblée nationale et le manque de confiance des Sénégalais en l'institution judiciaire détournent l'espoir de certains Sénégalais vers les religieux pour une paix sociale. C'est du moins l'analyse de Momar Djang. Aujourd'hui, pour garantir la paix sociale et la paix civile, il n'y a qu'une seule voix qui peut porter et qui peut influer sur le déroulement des choses, et c'est la voix des marabouts. Pas de n'importe quel marabout, bien évidemment, mais des guides des confréries. Parce que nous avons la chance au Sénégal d'avoir un islam confrérique. La majorité de la population est musulmane. Et la majorité de cette population est répartie entre 2 ou 3 ou 4 confréries au maximum. Et il y a une influence que ces marabouts peuvent exercer et exercent sur leurs talibés. À partir de ce moment-là, on peut en faire un levier pour installer la paix sociale. Mais ces chefs religieux ne réagissent pas, du moins pas de façon officielle. Une crise d'autorité généralisée, la raison de leur mutisme selon Imam El Hadj Alioudja, un malaise aplani par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous constatons quand même que de plus en plus, les populations n'accordent pas beaucoup de crédit aux autorités religieuses. Aujourd'hui, nous assistons à une crise d'autorité. À travers Internet, ils insultent les autorités religieuses. Ils critiquent les autorités religieuses. C'est pour cela que des fois, les autorités religieuses ne peuvent pas vraiment, comme ça, parler. Mais quand même, quand ils doivent parler, ils parlent. Ce que nous constatons, c'est une crise d'autorité. Ça, c'est une réalité. Et je crois que Internet a beaucoup joué sur ça. Une crise d'autorité que la mise en place d'un Conseil supérieur islamique pourrait régler, c'est la proposition du président de l'ONG islamique Darul Quran Wal Irsan, un cadre de concertation qui aura comme objectif de trouver des solutions ou des débuts de solutions aux problèmes d'intérêt national. Et quand il y a un problème comme ce problème-ci, qu'ils peuvent bénéficier de cette cadre de concertation pour donner leur avis, pour amener par exemple les populations à la raison, pour amener les jeunes à arrêter les casses. Et je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal se trouve à la croisée des chemins. Notre pays est un pays où l'on a découvert du pétrole, où l'on a découvert du gaz. Notre pays fait l'objet de convoitises et nous ne sommes pas à l'abri de forces occultes qui peuvent être des forces déstabilisatrices pour mettre la main sur notre pétrole et notre gaz. En attendant, beaucoup attendent la sortie officielle des chefs religieux, ce qui pour certains aura à coup sûr un impact positif, pour ne pas dire arrêterait ces violentes manifestations.
Merci beaucoup Abdourahmane pour ce reportage. Et notre invité donc confraternellement ce soir, Momar Diong, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste et analyste politique. Vous avez suivi ces événements qui se sont produits cette semaine depuis l'arrestation d'Ousmane Sonko en début de semaine dernière. Des manifestations très violentes qui ont conduit même à des morts de jeunes Sénégalais. En tant que Sénégalais citoyens, d'abord, comment est-ce que vous vivez ces événements qui sont en train de se produire? Très mal, comme tous les Sénégalais, parce que je trouve que c'est une balafre sur la démocratie sénégalaise. Aujourd'hui, je crois que l'impact et le retentissement est international. Et c'est vraiment dommage pour un pays qui a été considéré dans le continent comme étant une vitrine démocratique, qui a réussi 2 alternances sans heurts. De ce point de vue-là, il y a un problème. Je le vis très mal. Et je crois que tous les Sénégalais, pareil, vu l'ampleur de ces manifestations, vu aussi le déchaînement de violence qui accompagne ces événements, c'est vraiment très regrettable. Mais il fallait s'y attendre, parce que je pense que ce contexte-là était un peu un terreau fertile à ce type de manifestation. Il y a une thèse qui est défendue par le gouvernement, comme quoi il pourrait s'agir même d'insurrection organisée ou de forces occultes qui seraient derrière. Mais moi, je crois que c'est plutôt un peuple qui a été durement éprouvé par la pandémie de Covid-19. Un cumul de frustration. Un cumul de frustration. La pandémie est là. Les restrictions des libertés sont là. Le secteur informel, qui occupe 80% du tissu économique, est durement touché. Il y a eu un phénomène Barça ou Barsac qui traduit la désespérance d'une certaine jeunesse. Et c'est tout cela à la fois qui explique ce trop-plein de frustration et de colère qui a éclaté avec les manifestations, malheureusement. Et ce sont des manifestations qui risquent de se poursuivre demain ou les autres jours à venir. Est-ce qu'on va vers le chaos? Écoutez, on pourrait ne pas aller vers le chaos si vraiment la bonne décision vient du président de la République, qui reste la seule solution et le seul recours. Moi, je pense que tout est parti d'une affaire privée, à savoir la plainte qui a été déposée contre Ousmane Sonko, le président de PASTEF, par Adji Sarr, pour viol et menace de mort. Je crois que si on était resté dans cette sphère strictement privée, il n'y aurait pas eu de problème. Mais on est parti d'une affaire privée pour finalement en faire une affaire d'État. Et je crois que c'est ces relents politiciens de l'affaire qui expliquent la tension ambiante qu'il y a eu. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si j'étais parmi les conseillers du président de la République, je lui aurais suggéré, très humblement, que l'affaire revienne à la situation ante. Qu'on retienne et qu'on poursuive peut-être la procédure pour ce qui concerne le viol et les menaces de mort. Mais toute la procédure qui a tendance à être ajoutée vers ça. C'est une autre affaire dans une affaire. À savoir trouble à l'ordre public, participation à une manifestation non autorisée, ensuite appel à l'insurrection. Je crois que tout cela participe d'une surenchère. Et ça a contribué à envenimer la situation. Et que pensez-vous de la déclaration justement du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, il y a à peu près 2 jours? Écoutez, on attendait un discours d'apaisement, mais il y a eu quand même des relents très durs qui montrent que l'État n'est pas parti pour infléchir un peu sa position sur cette question. Et c'est pour cette raison que je n'avais pas terminé, qu'il faudrait que l'on revienne au caractère strictement privé de l'affaire originelle Ousmane Sonko Adji Sarr. Tout ce qui est venu par la suite, troubles à l'ordre public, etc., on pourrait arrêter la procédure. Surtout qu'il s'agira, selon la requête qui a été formulée par le doyen des juges, de saisir à nouveau l'Assemblée nationale pour la levée de l'immunité parlementaire. Je crois que ça contribuera à mettre de l'huile sur le feu. Je crois que si on arrêtait la procédure uniquement au viol et aux menaces de mort, qu'il soit entendu Ousmane Sonko au même titre que tous les acteurs qui ont été impliqués dans cette affaire, qu'on le laisse rentrer tranquillement chez lui, qu'un contrôle judiciaire puisse être exercé contre lui, et qu'à chaque fois que le procureur, le juge a besoin de lui, qu'on le fasse convoquer, je crois qu'il n'y aura pas de problème, parce que les Sénégalais attendent surtout de connaître la vérité autour de cette histoire de viol.
Mais pour tout ce qui relève de troubles à l'ordre public, manifestations non autorisées, appel à l'insurrection, moi je crois que c'est ajouter de l'huile sur le feu, c'est faire dans la surenchère, c'est augmenter la tension et inutilement. Donc le chef de l'État Macky Sall doit sortir et parler aux Sénégalais. Je crois qu'il et ne pas envoyer des émissaires. L'on dit parfois à quelque chose, malheur est bon. Mais si j'étais le président de la République, j'aurais donné des indications dans ce sens. D'autant qu'on l'a entendu le 31 décembre dire sans sourciller qu'il y a un certain nombre de dossiers qui lui parviennent et pour lesquels il demande au procureur de les ranger de côté. Parce que tout simplement, ça risque d'avoir des conséquences très fâcheuses pour la stabilité du pays. Comme celui-ci. Je crois que ce dossier-là en fait partie. Je crois que rien ne vaut la stabilité d'un pays. Il n'y a rien de plus précieux que la stabilité et la cohésion nationale. Et je crois qu'aujourd'hui, il a un moment rêvé pour régler définitivement un certain nombre de questions. Revenons au viol et aux menaces de mort et gardons l'affaire dans l'affaire strictement privée. Tout ce qui participe de l'enchère, qu'on l'enlève et qu'on arrête ici la procédure, qu'il soit entendu, qu'il puisse retourner et vaquer tranquillement à ses occupations et qu'il répondra à chaque fois que la justice aura besoin de lui. Ça permettra de faire baisser la tension. Que le président de la République aille même plus loin pour vraiment rassurer les Sénégalais sur la question du 3e mandat. Parce que quand même, sur le fond, on a entendu quelque chose là-dedans. Qui n'est pas d'actualité actuellement. Qui n'est pas d'actualité. Mais au moins, dire clairement ce qu'il fera en 2024, à savoir respecter la Constitution, je crois que ça peut apaiser la tension, apaiser les esprits et créer aussi un climat de consensus avec l'opposition autour de l'audit du fichier électoral, autour d'un certain nombre de revendications qui ont été formulées par l'opposition, comme le recours au bulletin unique, l'organe en charge d'organiser les élections, etc. Je crois que ça installera dans le pays un climat de consensus qui fera que lui, il aura les coudées franches pour vraiment terminer son mandat, mettre en branle les actions qu'il voudrait mettre en place pour sa politique, et ensuite, les esprits seront tellement apaisés, et l'horizon en 2024 sera tellement éclairci que vraiment, il n'y aura plus de problème dans le pays. C'est tout le bien que je souhaite au président de la République. Vous l'avez souligné tout à l'heure, la procédure contre Ousmane Sonko vient juste de commencer et derrière, il y a une très forte pression populaire. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que l'État cède face à cette pression? Je crois qu'il faut d'abord remarquer que ces événements sont sans précédent. Il y avait parfois des manifestations liées à l'activité politique. Oui. Mais d'abord, c'était circonscrit, le plus souvent à Dakar, ou peut-être dans une ville comme Thiès. Mais la particularité de ces événements, c'est qu'elles s'étendent sur l'ensemble du pays. Ils sont générales. C'est général, oui. Ça, c'est d'abord un. La deuxième chose, c'est que dans une même localité, vous pouvez trouver plusieurs foyers de tension en même temps, de façon simultanée. Aucun dispositif sécuritaire ne peut faire face à une situation de cette nature. Oui, les forces de l'ordre sont dépassées. Et c'est pour cette raison que durant 3 jours, c'est la rue qui s'est exprimée. Et les forces de l'ordre ont beau manifester la volonté d'étouffer ces manifestations, mais ils n'y sont pas parvenus. Et aussi longtemps que ces manifestations vont durer, ils ne vont pas y parvenir. Parce que c'est un scénario auquel ils ne sont pas préparés. Et dans aucun pays au monde, on ne peut pas faire face à une série de manifestations de cette nature, de cette ampleur et de cette violence. À partir de ce moment-là, je crois que la parole du président de la République est attendue pour apaiser la situation, pour que le calme revienne. Et j'ai indiqué tout à l'heure les aspects sur lesquels il pourrait quand même intervenir et qui permettra au pays de retrouver le calme. On voit que ces manifestations sont très violentes quand même. Il y a eu des morts d'hommes, des Sénégalais qui ont payé le prix fort. Il y a eu des pillages dans des magasins, dans des banques dévalisées. Quand on voit des Sénégalais qui vont se ravitailler dans ces magasins Auchan, par exemple, gratuitement, est-ce qu'on peut dire que ces Sénégalais luttent pour la libération de Ousmane Sonko ou plutôt ces Sénégalais luttent pour survivre? Écoutez, c'est pour cette raison que je dis le contexte qui a non seulement contribué à ce que ces manifestations soient très attendues, qu'on le trouve partout, parce que voilà 1 an que les Sénégalais sont en proie
à la crise économique consécutive à l'apparition de la pandémie. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ce déchaînement de violence qui surprend un certain nombre de personnes, je crois que ça peut se comprendre par le fait que, à plusieurs reprises, l'État, pour un oui, pour un non, a fait recours aux forces de sécurité pour régler un certain nombre de choses. Finalement, il y a une banalisation quasiment de la mise, du déploiement des forces de sécurité et de l'ordre. Ensuite, il y a un phénomène qu'on n'a pas suffisamment mesuré au Sénégal. C'est le phénomène de Barça et de Barsac. Quand des jeunes en sont à un niveau de désespérance tel qu'ils peuvent prendre des embarcations de fortune pour aller vers l'Europe en sachant qu'ils ont 99,99% de chances d'y rester, ce n'est pas des forces de l'ordre déployées dans la rue, quel que soit l'arsenal qu'ils auront avec eux, qui les arrêteront. Et c'est là où on est. Et c'est pour cette raison qu'il y a ce déchaînement-là de violence. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, le gros risque est que, un, le dispositif n'y fera pas face, et puis deux, ce que l'opposition n'a pas réussi jusqu'à présent, à savoir à infléchir le rapport de force qui a été jusque-là favorable au président de la République, cette fois-ci, ça peut être favorable par le simple fait qu'il peut y avoir une convergence des luttes. Aujourd'hui, l'opposition n'est pas seule dans le combat qu'elle a engagé pour, dit-il, arrêter ce qu'il considère comme un recul de la démocratie. Il y a les syndicats, il y a des organisations de la société civile, et il y a beaucoup de segments de la société qui ont rejoint ce combat-là. Et je crois que ceci contribue à encore davantage installer l'instabilité dans ce pays. Et c'est pour cette raison qu'il est temps, encore une fois, que le président de la République prenne la parole, rassure tout le monde en tant que père de la nation, et donne un certain nombre de garanties qui permettront quand même que le calme revienne. Et quand on voit toutes ces manifestations, cette violence inouïe, est-ce qu'il ne faudrait pas s'interroger sur le profil des manifestants? Est-ce que, comparé aux autres événements qui se sont produits au Sénégal il y a bien des années, est-ce que c'est la même attitude, c'est la même posture, le même discours, la même détermination? Écoutez, je crois qu'il y a au moins quelque chose de remarquable, c'est que les cibles des manifestations sont assez précises quand même. Non, plus personne n'est en sécurité. Mais les cibles quand même sont assez précises. Ça, au moins, il faut le remarquer. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est les enseignes françaises, en l'occurrence Auchan, Total et Eiffage, qui sont prioritairement les cibles des manifestants. Cela est lié à quoi? Cela est lié, je crois, à un discours anti-français qui a été entretenu ces derniers temps par un certain nombre d'activistes, parmi lesquels peut-être Guy Marius Sagna. Je crois que ce discours a peut-être pris auprès d'une certaine catégorie de jeunes. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que dans la série d'arrestations qui ont été opérées ces derniers temps, il y a évidemment Guy Marius Sagna, le premier responsable de France Dégage. Donc, quand des cibles françaises sont visées, on peut considérer que peut-être ce soit un peu en représailles contre eux pour le simple fait que le leader a été arrêté. Mais là, on se trompe de combat. On se trompe de puisqu'il combat. s'agit d'Ousmane Sonko. On se trompe de combat, bien évidemment. En réalité, le cas Ousmane Sonko n'a été qu'un élément déclencheur. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'à l'entame de mes propos, je vous ai bel et bien fait savoir que le contexte était un contexte favorable à ce type de manifestation. Parce qu'il y a une population qui a longtemps contenu ses frustrations, sa colère, les rigueurs de la pandémie, et tout ça à la fois, et qui, à un moment donné, laisse exploser tout cela. Mais le cas Sonko n'a été qu'un élément déclencheur, malheureusement, de ce phénomène-là. Mais il va falloir que les gens reviennent à la raison. Je crois que les conséquences des manifestations qu'on a vues sont des conséquences qui seront désastreuses. Parce que, nous sommes dans une situation où la santé financière du pays laisse à désirer. On pouvait espérer que l'investissement étranger direct vienne un peu nous soulager, mais quand on s'attaque à des enseignes occidentales, et particulièrement françaises, mais ce sera la fuite des investisseurs. Il est clair qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui hésiteront aujourd'hui par 2 fois pour venir mettre leur bille au Sénégal, avec les scènes de violence qu'ils sont en train de voir. Et c'est pour cette raison qu'il y a lieu, le plus rapidement possible,
vraiment de trouver une porte de sortie à cette crise, parce que, ce n'est pas bien pour l'image que le Sénégal a toujours renvoyée au reste du monde en tant que vitrine démocratique. Ça aura des conséquences économiques désastreuses et un pays a besoin de calme. Je crois que le plus précieux capital que nous avions jusque-là, c'est la stabilité et la cohésion sociale qui a toujours régné dans ce pays. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas quand même la vendanger avec des manifestations de cette nature. Et le discours religieux dans tous ces événements? Écoutez, le discours religieux, les Sénégalais attendaient peut-être que des khalifes généraux prennent la parole. Mais il y a une sagesse bien sénégalaise qui voudrait qu'on ne redresse pas une autorité, surtout une autorité suprême comme celle du président de la République, sur la place publique. Il se pourrait qu'ils aient pris la parole par des canaux plus confidentiels et par des canaux secrets. Et qu'ils aient eu peut-être à parler directement au chef de l'État à propos de cette affaire. Bon, on a vu également certains segments des foyers religieux prendre la parole, eux, publiquement, pour appeler au calme. Je crois qu'il serait temps que l'on leur accorde une oreille attentive. Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est les seuls régulateurs sociaux qui nous restent. Parce que dans un pays, qu'est-ce qui peut garantir la stabilité? C'est d'abord le bon fonctionnement d'une démocratie représentative. En l'occurrence, l'Assemblée nationale, qui regroupe les représentants du peuple, et où, normalement, toutes les discussions autour de l'évolution ou de la marche du pays doivent se faire. Mais, au Sénégal, comme un peu partout dans le monde, il y a une crise de la démocratie représentative parce que les populations ont de moins en moins confiance en leurs élus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une institution comme l'institution judiciaire qui a une triple fonction de régulation sociale, politique, économique. Aujourd'hui, je crois qu'il y a même des acteurs de la justice qui regrettent le fait que la justice n'ait pas suffisamment d'indépendance pour être suffisamment crédible. Oui. Là aussi, ça pose un problème. À partir de ce moment-là, il nous reste deux leviers sur lesquels on peut appuyer pour avoir un rôle de régulateur social. C'est d'abord la société civile. Mais au niveau de la société civile formelle, il y a un problème. Parce que je crois que les événements de ces dernières années ont fait qu'il y a quand même de plus en plus une crise de crédit au niveau de la société civile. Il y a certains qui sont rangés dans le camp du pouvoir et d'autres dans le camp de l'opposition. À partir de ce moment-là, il leur est extrêmement difficile de jouer le rôle d'arbitre. Oui. Maintenant, tout cela étant à terre, ou manquant de crédit aux yeux des populations et des acteurs, il nous reste le recours aux seuls régulateurs sociaux que constitue la classe maraboutique. Et c'est pour cette raison que leur prise de parole me paraît fondamentale dans une situation comme celle-là. Peut-être ils le font, pas sur la place publique, mais par des canaux secrets. Mais s'ils le font, c'est très bien, et que le président leur prête une oreille attentive. Et s'il ne le faisait pas jusque-là, je crois qu'il est temps quand même qu'il le fasse. Merci beaucoup, Momar Diong. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. La suite de la totale. Merci. On va le prendre sur le ton de l'humour. Le coronavirus a fêté 1 an de séjour mardi dernier au Sénégal. Une année de supplice à tous les niveaux sur le plan politique. Le virus a anéanti énormément de progrès réalisés par l'État et des entreprises privées. Toutefois, comparé à d'autres pays, le Sénégal s'en sort grâce à des initiatives mises en place par l'État. C'est du moins l'avis du consultant expert en intelligence économique Amath Soumaré. Il s'est entretenu avec Mamadou Gaye Kassé et Mafalfal. Le Sénégal a tenu bon. Les 12 mois de la Covid-19 sur son sol ne l'ont pas mis à genoux, contrairement à ses voisins et à d'autres pays africains. La raison, il a été résilient. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a très bien réagi par rapport aux autres pays toujours. Je ne me situe pas au niveau mondial, mais au niveau sous-régional. Donc il est l'un des rares pays de la sous-région à avoir mobilisé 1000 milliards pour pouvoir faire face à la pandémie. Les autres pays ont réagi avec la Banque centrale régionale, avec les institutions communautaires. Cette résilience découle de l'anticipation sur les conséquences économiques de la pandémie. Le Sénégal, d'une part,
avec sa résilience, à développer son programme sanitaire, à le renforcer, à développer une communication envers la communication envers les différentes cibles, les quartiers, donc une segmentation qui a été faite de telle sorte que la pandémie a été donc comprise par toutes les couches de la population. Quelques semaines après que le virus a violé les frontières de notre pays, les autorités ont pris des mesures drastiques dont la fermeture des frontières aériennes et la fermeture des bars et restaurants. Lesquelles mesures ont étouffé les professionnels de ces secteurs. Mais pour cet économiste, c'était un mal nécessaire, un effort de guerre qu'il fallait faire. Il y a des compagnies, quand vous allez à l'étranger, il y a des compagnies, c'est des millions de personnes qui sont complètement out. Vous avez des entreprises qui étaient spécialisées sur la billetterie, ça ferme. Tout ferme, des millions de personnes. Ici, il faut remercier le bon Dieu, même si on diminue certaines personnes, il y en a qui travaillent. Même si on les fait à mi-temps, il y en a qui travaillent. Mais on ne peut pas satisfaire tout le monde. Si eux, on va leur dire, OK, vous allez faire, d'autres vont demander, et puis la mesure, ça sert à quoi? Rien du tout. Le problème, c'est qu'il y a un sacrifice à faire. C'est difficile pour tout le monde. Au Sénégal, le coronavirus a infecté et terrassé beaucoup de personnes, mais aussi des entreprises. Les pertes d'emplois sont pour l'heure difficiles à chiffrer, car l'économie du pays repose essentiellement sur l'informel qui est estimé entre 80 à 90%. Merci beaucoup, Mme Abdogakassi, pour ce reportage. Alors, la relance économique est-elle à l'ordre du jour dans un contexte de crise sanitaire qui se prolonge? Plusieurs secteurs d'activité sont touchés. Bonsoir, Mamadou Ndiaye. Bonsoir, Adama. Alors, vous abordez justement la question ce soir avec l'économiste Dr Fallou Dieng. Bonsoir. Bonsoir, Anushka. À vous. Oui, Fallou est très proche donc, de ces milieux qui réfléchissent un peu sur la question des relances. Eh bien, il est servi par le sujet d'aujourd'hui, comme vous l'avez introduit, Adama. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut, dans le cadre de cette crise, songer à une relance? Merci, Michel Ndiaye. Permettez-moi tout d'abord de dire bonsoir aux téléspectateurs de la télé ITV. Merci. Permettez-moi aussi de présenter mes condoléances aux familles éplorées par ces manifestations. Mais aussi de déplorer les saccages qui ont eu lieu, notamment liés à ces manifestations. De remercier Omar Khan, mais aussi de remercier mon cousin qui m'a accompagné, Mbaye Diop. Comme vous l'avez dit, est-ce que dans ce contexte, est-ce qu'on peut parler de relance? Il est important d'abord de revenir sur un certain nombre d'éléments, de savoir que, en fait, la pandémie à coronavirus a eu un certain nombre d'impacts sur le plan économique, sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan social. Et c'est la raison pour laquelle, généralement, les États avaient pris un certain nombre de mesures, des mesures qui vont dans le sens du confinement partiel, allant dans le sens des restrictions en termes de déplacement et même allant jusqu'au couvre-feu. Maintenant, l'ensemble de ces mesures-là n'ont pas manqué d'avoir des conséquences sur l'activité économique, dans la mesure où aujourd'hui, il y a le Fonds monétaire international qui pense que le monde va connaître en 2020 une récession économique. Et dans la mesure où les prévisions de croissance dans le monde qui devaient être à 2,9% sont finalement revenus à moins 4,4%. Au niveau de l'espace Afrique subsaharienne, les prévisions qui étaient de 3,2% sont revenus à moins 3%, alors qu'au Sénégal aussi, nous avons vu qu'en 2020, les prévisions de croissance économique qui s'établissaient à 5,3% sont revenues à une récession, à savoir moins 0,7%. Donc nous pouvons voir que la pandémie a eu un certain nombre de conséquences. Maintenant, comme vous l'avez dit, est-ce qu'on peut parler de relance? Oui, on peut parler de relance parce que nous sommes dans un contexte de crise économique. Alors, relance signifie reprise des activités, Exactement. mais en même temps aussi peut-être bon positionnement à la sortie de cette crise-là par de nouveaux engagements. Est-ce qu'il y a des forces qui sont représentatives de cet élan de relance? Oui, il y a des forces en fait représentatives de cette
de l'élan de relance que l'État du Sénégal compte impulser à la dynamique économique. Parmi ces forces-là, c'est d'abord de voir quels sont les secteurs clés qui sont des secteurs à fort potentiel de croissance et d'inclusion. Donc maintenant, sur ce secteur-là, on peut s'adosser nécessairement pour relancer. Au-delà de ces secteurs-là, on peut aussi identifier un certain nombre de leviers, de secteurs sur lesquels aussi on peut s'adosser, des secteurs comme par exemple le secteur informel, qui est aujourd'hui un secteur qui n'est pas suffisamment exploité, notamment en termes de potentiel fiscal. Donc ce sont des secteurs sur lesquels on peut s'adosser pour relancer l'activité économique. D'ailleurs, je pense que le gouvernement s'était réuni autour du président de la République justement pour lancer le PAP 2A, qui est sans doute un condensé des forces motrices, mais en même temps aussi peut-être des priorités des secteurs dans lesquels il faudrait peut-être mettre l'accent pour pouvoir maintenant amorcer la relance. Oui, très bien. Donc, comme vous l'avez dit aussi, 8 mois après la crise, la crise, notamment, il y a le Conseil présidentiel sur la relance qui s'était tenu pour mettre en place un instrument de politique économique sur lequel on devait fonder l'ensemble des mesures que l'État allait mettre en œuvre pour relancer l'économie à travers le PAP 2A, donc comme vous l'avez dit, plan d'action prioritaire, ajusté et accéléré. Et donc, à travers ce plan, il y a un certain nombre de secteurs qu'on a ciblés, notamment l'agriculture, par exemple, l'agriculture, notamment cibler un certain nombre de secteurs dans l'agriculture, tels que l'horticulture, aller aussi vers l'autosuffisance en riz. Il y a aussi le transport. Par exemple, le secteur du transport, nous l'avons vu avec les mesures de restriction où, généralement, on a vu que nous avons un potentiel en termes de transport que nous pouvons exploiter. Il y a le commerce, il y a, par exemple, l'économie numérique. Tout ça sont des secteurs sur lesquels... Et surtout, il y a aussi le hub santé, parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, le Sénégal est une très bonne destination du point de vue de ceux qui veulent se refaire une santé. Exactement. Ce sont des secteurs sur lesquels l'État vraiment compte se miser pour relancer l'activité économique. Alors, à l'état où nous sommes, en contexte général et particulier, est-ce qu'un pays peut s'assurer une bonne relance en évitant de s'endetter? Oui, éviter l'endettement, c'est... Quand vous regardez généralement dans nos économies, quand vous regardez l'épargne intérieure brute est faible. On l'a dit, par exemple, en 2018, l'épargne intérieure brute des ménages est évaluée à 17,2%. Donc, dans ce contexte aussi, dans un contexte aussi de ralentissement de l'activité économique, il va s'en suivre que les recettes fiscales vont être faibles. Donc, la dette est inévitable. Maintenant, par rapport à la question de la dette, le débat est plutôt politique qu'économique, parce que généralement, on pose des débats sur la soutenabilité de la dette. Par exemple, en 2019, par exemple, le poids de la dette rapportée au PIB est à 67%. Donc nous sommes donc dans les normes communautaires de l'UEMOA qui est à 70%. Donc ce qui veut dire que le problème peut-être qu'on va se poser, c'est quoi? C'est par rapport à la réallocation de la dette. Dans quel secteur on va injecter la dette et sur quelle priorité? Évidemment, emprunter, par exemple, pour construire, par exemple, le TER qui reste toujours cloué depuis son inauguration, donc ça pose problème. Donc, mais la dette, en tant que telle, ne pose pas problème. Quand on regarde les choses de très près, on pense aussi peut-être à cette question de capacité peut-être d'injecter non seulement des moyens, mais en même temps aussi de discipliner les Sénégalais. Exactement. Qui sont, semble-t-il, pas très orthodoxes. Comme vous l'avez dit, ça va nous permettre un peu de surgir sur l'actualité, comme vous l'avez dit, avec ce qu'on a vu notamment dans le cadre de ces manifestations, avec des magasins qui sont saccagés, donc généralement des biens publics comme des biens privés. Qui ne vont pas manquer d'avoir des conséquences, parce que vous savez que généralement les manifestations, les conflits, généralement créent de l'incertitude. On sait que l'incertitude a un impact négatif sur l'investissement et la croissance. Au-delà de ça aussi, nous pouvons voir que généralement, quand les gens font des manifestations en détruisant des biens publics, en ce moment, ils sont en train, non seulement de se créer des problèmes, parce qu'après, c'est l'État qui va
qui doit dépenser pour essayer de rendre encore fonctionnels ces services. Oui, donc, ce qui veut dire que on va réorienter les dépenses qui devaient être servies pour le financement du développement à la remise en activité de ces services. Et même, il y a des études qui ont montré un peu l'impact négatif de ces manifestations, par exemple, sur l'activité économique, dans la mesure où, avec même le phénomène des gilets jaunes en France en 2018, où, par exemple, le ministre de l'économie et des finances avait montré que ce phénomène a conduit à une perte de croissance économique de 0,1% durant le dernier trimestre de 2018. Et en termes d'incertitude aussi, toujours ça rend le climat des affaires moins attractif. Parce que pour attirer les investissements étrangers, généralement, les gens se misent sur l'attractivité, sur la stabilité qui était un de nos atouts. Maintenant, vu ces manifestations, ça va être remis en cause. Donc, même avec la Covid, la CNUSED a montré que rien qu'avec les incertitudes créées par la Covid, il est prévu un recul des investissements étrangers de 5 à 15%. Donc, pour vous dire que les manifestations auront forcément des effets négatifs sur l'économie sénégalaise. Et par rapport à ça, relancer l'économie après un choc comme le coronavirus suppose des efforts sur le long terme. Mais est-ce que le Sénégal est préparé, selon vous, à ces changements qui s'annoncent? Oui, je pense que par rapport à ces changements qui s'annoncent, surtout quand vous regardez avec la Covid, donc le principal défi auquel les États devraient faire face, c'est l'autonomie dans tous les domaines. Et on a vu qu'avec le pape de ZA, donc il y a d'abord des mesures qui ont été prises, d'abord des mesures de court terme qui visent à d'abord rétablir l'activité économique des secteurs qui sont les plus affectés, tels que l'hôtellerie, tels que par exemple le secteur touristique, tels que les transports, etc. Maintenant, au-delà de ça, il faut des mesures structurelles, donc des mesures structurantes. Donc, aller maintenant dans le sens d'avoir une économie résiliente, une économie qui va permettre forte, qui va permettre de compter sur elle-même pour pouvoir subvenir aux besoins de ces populations. Alors, vous avez tantôt parlé donc de l'UEMOA comme comme un espace, donc comme un marché, mais on les entend très peu justement dans les solutions collectives. On a l'impression peut-être que chaque pays veut trouver sa solution à sa porte, sans qu'il y ait donc des négociations concertées pour aller ensemble, frapper ensemble et peut-être devenir plus fort. Je pense notamment également au silence de la Banque centrale, qui devrait être donc cette banque qui peut-être quand les situations sont difficiles, peut faire marcher justement sa planche à billets. Le problème que nous avons avec, comme vous l'avez dit, la Banque centrale, l'objectif de la Banque centrale dans les pays de l'UEMOA, c'est la stabilité, c'est la stabilité des prix. Donc généralement, la norme communautaire est de 3%, et de 3% en matière d'inflation. Maintenant, respecter cette norme et maintenant vouloir jouer sur la planche à billets, ça va poser un problème. Parce qu'il y a une relation mécanique entre la hausse des prix et l'émission monétaire. Donc son rôle ici, c'est de contrôler l'émission monétaire pour pouvoir respecter cette norme monétaire. Cette norme communautaire du moins. Et la taille des marchés, est-ce que c'est une taille conséquente pour permettre donc à l'UEMOA d'agir dans un cadre beaucoup plus intégré? Oui, bon, maintenant, peut-être qu'on a la ZLECAf maintenant, qui est ici pour nous une opportunité qui va nous permettre, même si l'étroitesse des marchés au niveau de l'UEMOA était une contrainte, maintenant peut-être on a dépassé cette contrainte dans la mesure où maintenant nous avons la possibilité d'avoir un marché qui est beaucoup plus grand avec la ZLECAf. Vous avez évoqué aussi donc justement ces différents mouvements qui se sont abattus au Sénégal comme un torrent, mais on envoie un très mauvais signal donc aux investisseurs étrangers. Oui, nécessairement on envoie un mauvais signal aux investisseurs étrangers parce que investir dans un pays, c'est engager des capitaux. Donc, engager des capitaux, généralement, les gens peuvent aller sur le marché financier pour lever des capitaux, aller au niveau des établissements financiers pour avoir des capitaux. Donc, maintenant, investir ces capitaux dans un environnement où la stabilité est remise en cause. Et l'incertitude prévaut. Exactement, et l'incertitude, donc les gens ne vont pas être poussés à engager leurs capitaux dans un tel environnement. Donc nous avons tous intérêt à ce que la stabilité revienne dans ce pays pour qu'on donne un bon signal aux étrangers et pour qu'ils puissent venir quand même investir dans le pays, notamment à travers les investissements étrangers.
Alors, il y a un ancien Premier ministre britannique qui disait je vous promets des larmes et de la sueur, mais je ne vous promets pas sans doute à moyen terme donc un bonheur. Est-ce que nous pouvons nous regarder dans les blancs de l'œil et nous dire qu'il nous faut des efforts supplémentaires? Parce que nous sommes indisciplinés comme citoyens d'un pays peut-être qui se cherche une voie par le biais justement du Sénégal émergent. Oui, forcément, nous devons avoir un esprit citoyen. Avoir un esprit citoyen, c'est préserver le bien public, préserver le bien d'autrui, et ça va nous permettre un peu d'améliorer notre bien-être. Parce qu'à chaque fois, détruire des biens publics, ça remet toujours en cause les acquis que déjà les États ont construits. Parce que quand on construit une école, on construit des hôpitaux, on met en place des bus. Maintenant, quand on caillasse ces bus-là, ce n'est, comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est ni Macky Sall ni les autres qui vont prendre ces bus. C'est nous, Sénégalais lambda, qui allons prendre ces bus. Donc, nous avons intérêt à les préserver. Est-ce qu'une économie, pour qu'elle soit bien partagée par les citoyens, ne nécessite pas une pédagogie d'explication? Forcément, il faudra que les autorités puissent quand même exposer de façon claire les actions qu'ils mènent à travers notamment les actions politiques, les actions économiques, pour que les populations puissent s'approprier en fait de ces politiques. Sans une pédagogie explicative qui va permettre à ces populations de savoir quel est pour l'intérêt de la préservation de l'ensemble de ces acquis que nous avons, nécessairement ça va se répercuter de façon négative sur l'entretien mais aussi la préservation de ces acquis. Il y a deux mamelles de l'économie sénégalaise qui sont affectées par cette crise sanitaire, qui a aussi impacté donc l'économie, c'est les douanes et les recettes fiscales. Comment l'État peut jongler entre les différents impératifs, entre les nécessités de créer justement des incitations au développement et en même temps aussi de gérer des urgences, notamment sociales, comme on l'a vu récemment? Oui, forcément, comme vous l'avez dit, dans un contexte où vous l'avez dit, où il y a un ralentissement de l'activité économique, forcément les recettes fiscales vont baisser. Mais aussi dans un contexte où l'épargne généralement n'est pas conséquente aussi, il faudra que l'État dispose d'autres moyens pour pouvoir pour pouvoir assurer ces urgences-là. Parmi donc ces moyens-là, c'est les mécanismes de financement innovants, tels que par exemple le partenariat public-privé. Donc avec la nouvelle loi qu'on a votée récemment à l'Assemblée nationale. Mais aussi, ce qu'on a cité tout à l'heure, l'endettement, ce sont des moyens sur lesquels peut-être que l'État peut compter pour pouvoir assurer les urgences sans pour autant fatiguer les populations, mais aussi tenir compte de cette contrainte que nous avons en termes de mobilisation des recettes fiscales. Voilà, on est au terme donc de l'émission. Vous aurez remarqué sans doute qu'on n'a pas abordé l'aspect très important et très stratégique justement du numérique. Exactement. Mais peut-être d'autres plateaux sont à venir et on aura l'occasion de plus développer. Docteur Fallou Dieng, merci beaucoup et merci surtout pour votre disponibilité. Merci M. Ndiaye, merci Anouchka. Merci à vous messieurs et la suite de la Totale, ce sera dans une vingtaine de minutes. La suite de la Totale dimanche, c'est Bouillon Culture, la teranga et sans doute ce qui fait la force du Sénégal. Notre pays est réputé être un exemple de générosité où les relations humaines sont extrêmement fortes. Cependant, nous vivons un contexte particulier. Le coronavirus nous oblige à faire fi des poignées de main. L'on parle de distanciation physique, mais vous le verrez tout de suite dans ce reportage. C'est très difficile pour certains de se conformer à cette règle. Une habitude sans doute, Youssouf Konté. Distanciation sociale, concept non approprié. La rectification apportée avec distanciation physique, concept employé depuis lors, mais ce sociologue lui préfère. Au tout début, je pense qu'il aurait fallu beaucoup plus parler de sociabilisation à distance que distanciation physique. Il se justifie. Parce que le fait de parler de distanciation physique, ça veut dire qu'on crée une barrière entre les uns et les autres. Et en créant une barrière entre les uns et les autres, on tend véritablement à distendre les liens sociaux. Et ça, ce n'est pas en fait la nature de nos sociétés. C'est encore une fois des concepts qui sont importés ailleurs, qui peuvent fonctionner là-bas, mais qui ne peuvent pas fonctionner dans le contexte sénégalais, parce que nous ne sommes pas des sociétés
individualistes, nous sommes des sociétés, nous sommes des communautés en quelque sorte. Et cette vie communautaire ne va pas avec cette distanciation physique-là. Et l'histoire lui donne raison. Pour ce citoyen, il lui est difficile d'observer cette distanciation physique. Dieu a fait que je suis marabout. J'ai souvent de la visite. Donc il m'est très difficile d'observer cette distanciation physique. Il est vrai que la maladie est toujours présente dans notre pays, mais je pense que cette distanciation est quasi impossible ici. Parce que dans Europe, Afrique, Sénégal, au Sénégal, on nous connaît pour nos relations très fortes. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai du mal à changer de comportement. À Skatirbam toujours, cette mère de famille se veut très prudente. Elle respecte cette mesure malgré elle. Il est très difficile de garder la distanciation physique entre nous, surtout avec ta propre famille. Elle a créé une méfiance chez nous quand vous êtes dans un car, même si vous portez votre masque, mais vous êtes toujours obligé d'observer la distance et de regarder ailleurs. En réalité, c'est la maladie qui est sévère, c'est pourquoi je ne sortais même plus. Pour des sociétés à interaction très forte comme la nôtre, la distanciation physique semble compliquée et n'est pas sans conséquences. Pour ces sociétés-là, le fait de les pousser à adopter des mesures barrières, c'est en fait les demander à véritablement rompre un peu les liens d'interaction qui les unissent. À partir de ce moment, donc, on note que quelque part, nous sommes face à une société qui a été impactée socialement. Et l'impact social, c'est que dans une période d'épidémie où les gens sont fragilisés un moment, où on a besoin plus de solidarité, le fait de les demander en fait d'adopter des mesures barrières, cela a impacté un peu sur les relations entre ces individus-là. Et ces impacts peuvent se mesurer aujourd'hui par une absence de solidarité, parce que nous sommes des sociétés aussi à solidarité. Malheureusement, tout cela en fait participe à mon avis, créer des sentiments de frustration chez les uns, mais aussi de tension aussi sociale. La Covid-19 venue de la lointaine Chine a fini par nous imposer ces lois, parmi lesquelles la distanciation physique qui, même si on l'observe, s'avère difficile à intégrer dans nos comportements de tous les jours. Merci Youssouf Konté qui a réalisé ce reportage. Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Youssouf. Bonsoir Adama. Alors c'est assez difficile de respecter la distanciation physique dans un pays comme le Sénégal. C'est parce que tout simplement on dit que l'habitude est une seconde nature et on sait que nous sommes une société qui aimons nous serrer la main, nous rendre visite, interagir et donc tout d'un coup on nous demande d'arrêter tout ça. C'est comme si on nous demande, c'est comme si c'était un sevrage brutal et donc vous savez ce sevrage brutal là c'est quelque chose de très très compliqué au Sénégal et c'est pourquoi on voit d'autres Sénégalais qui continuent toujours à, j'ai envie de dire, bafouer un peu ce geste barrière, qui continuent à vivre comme si de rien n'était et donc qui continuent à se serrer la main, qui continuent encore à interagir et malheureusement donc on voit les conséquences. Oui, justement, par rapport à ça, est-ce que cette mesure de prévention, on va dire, a eu des conséquences sur nous, Sénégalais? Oui, évidemment. On entend de plus en plus parler aujourd'hui de cas communautaires. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, je pense que le Sénégal a eu 126 cas communautaires. Donc, ça veut dire que ce geste barrière qui est la distanciation physique, elle n'est pas pour autant respectée au Sénégal. Et donc, puisqu'elle n'est pas respectée, les cas communautaires se multiplient de jour en jour. Et malheureusement, donc, on voit les conséquences. Il y a beaucoup de morts qui sont notées au Sénégal. Mais ce qu'on a envie de dire par rapport à ça, Adama, c'est que cette distanciation physique, quelque part, elle nous protège contre la Covid-19. Mais d'autre part, aussi, elle a des conséquences, comme je dis, parce que tout simplement, comme je disais, nous sommes un pays qui interagissons beaucoup. Et si, par exemple, on se rendait visite, on se fréquentait, cette empathie que j'avais envers vous quand je venais chez vous,
Aujourd'hui, puisque je ne viens plus chez vous, je respecte cette distanciation physique, donc il n'y a plus cette empathie et malheureusement, les inégalités ou bien cette solidarité qui existait entre nous, elle ne va plus être là. Donc, et malheureusement, vous allez voir que cette interaction entre Adama et Youssouf, elle ne va plus être comme elle était. Et malheureusement, cette distanciation, cette distanciation, c'est un couteau à double tranchant parce que quelque part, elle nous protège contre la COVID-19, mais d'autre part, elle continue à créer ces conséquences néfastes. Merci Youssouf Konté. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Merci bien. La suite. Et nous reparlons de ces manifestations au Sénégal. On serait tenté de croire que les manifestants qui réclament la liberté du leader de PASTEF, Ousmane Sonko, sont infiltrés par des voleurs, pour ne pas dire des bandits de grand chemin. Après avoir saccagé plusieurs édifices publics, ils n'ont pas raté des propriétés privées. Khadilo est une victime. Son showroom a été réduit au néant et elle a tout investi dans ce projet. Un préjudice estimé à plus de 20 millions de francs CFA. Notre reporter Omar Khan l'a rencontré. Les manifestants qui ont saccagé le magasin Auchan de Nord-Foire n'ont pas épargné le showroom de cette jeune dame. Khadilo n'a que ses yeux pour constater les dégâts. Une porte défoncée, des vitres cassées et surtout beaucoup de matériel emporté avec de l'argent. Un préjudice que Khadi estime à plus de 20 millions de francs CFA. Qu'elle a toujours du mal à réaliser. Ils ont tout pris, ils ont tout cassé. Parce que tous les matériels de valeur, on a apporté ça. Tout, je peux dire tout. Les téléphones portables, des ordinateurs, de l'argent, des mallettes, des ventilos, des saises de massage, des parfums. Je ne peux même pas en parler parce que c'est très douloureux pour moi. Parce que jusqu'à présent, ce n'est pas moi qui ai touché les matériels qui restaient. Ce sont les autres employés qui ont touché. Je n'arrive pas à réaliser ça. Je pense que ce n'est pas vrai. C'est plus de 20 millions qui est parti en l'air. Une boutique que cette jeune dame, titulaire d'un bac S2, tient depuis 4 ans maintenant. Elle y avait investi toutes ses économies. J'ai ouvert la boutique depuis 2017. J'ai tout investi ici. Tout, j'ai tout investi ici. Tout pour subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Et tout emporté par une bande de voleurs sous couvert de manifestants. Un acte que Khadi qualifie d'irresponsable, d'immature. C'est pas normal. Parce que nous, on ne fait pas de la politique. Même si ce sont les politiciens qui ont fait ça, nous, on ne fait pas de la politique. Donc, même saccager le Auchan, mais ce n'est pas normal. Parce que regardez à Auchan, il y a beaucoup de Sénégalais qui travaillent là-bas. Mais ils vont comprendre après. C'est triste, mais c'est comme ça. Ils ne sont pas encore matures. Les manifestants ont tout emporté, mais comme un crime n'est jamais parfait, ils ont laissé quelques traces. Quelques habits, quelques chaussures et surtout des traces de sang. Assez d'éléments qui peuvent les confondre. Alors, on entame une nouvelle semaine avec beaucoup d'énergie, du punch et un sourire. C'est bien possible. Et Nancy Diop est là pour nous donner quelques conseils. Bonsoir, Nancy. Bonsoir Anouchka et bonsoir aussi à vous chers téléspectateurs. Nous revoilà pour de nouveaux conseils et astuces pour que votre semaine de travail se passe de la meilleure des manières possibles. Alors, ce dimanche, dans votre rubrique Bonne semaine, nous recevons Monsieur Babacar Nicolas Mbaye, qui est PDG d'une entreprise de la place. Il va nous expliquer comment il fait pour gérer sa charge de travail durant toute la semaine. Regardez. Les charges de travail, je le gère en équipe, voilà, parce que un travail,
Moi, je travaille avec une vingtaine ou une quinzaine de personnes. À la fois, il y a des employés directs, il y a des employés indirects. Voilà. Mais je partage les charges de travail avec eux. C'est-à-dire que les stress, moi, je ne porte pas le stress. Eux ici, aussi, ils font partie de la société. Moi, je les donne l'opportunité de participer à la marche de la société, l'opportunité de dire ce qu'ils pensent. Voilà, c'est pourquoi je ne sens pas trop le poids. Même avec la meilleure volonté au monde, il est parfois très difficile de se focaliser sur une tâche pendant plus d'une heure. Si vous sentez que la concentration vous abandonne et que l'agacement commence à vous gagner, accordez-vous une pause. Notre invité partage cet avis. C'est essayer d'être moins stressé. Voilà, parce que le stress, ça tue la performance. Quand on est trop stressé, la performance, ça diminue et c'est pas bon pour une entreprise. Il faut être moins stressé. Il faut aussi gérer le travail en faisant des pauses café. Voilà, il faut pas trop aller sur le terrain. Voilà, moi quand je fonctionne, je me sens que je suis un peu fatigué. Voilà, je vais dans un restaurant, un bar, prendre un café, me relaxer un peu et recommencer. Voilà. Alors, Nancy Diouf, est-ce que la bonne alimentation a une place pour nous permettre de passer une bonne semaine? Effectivement, comme vous le savez déjà, il faut un petit déjeuner tous les matins pour être en forme dès le réveil. Donc, pas question d'expédier le plus important des repas de la journée. Alors, prenez votre temps, sortez tout ce qui vous fait plaisir, mettez-vous à table et profitez en famille. C'est ça le secret. Manger et profiter d'un bon moment pour se mettre dans de bonnes conditions avant d'aller travailler. Bonne semaine à tous. Merci beaucoup, Nancy Diouf. Bonne semaine à vous aussi. C'est la fin de la totale dimanche. Merci d'avoir été avec nous, sans oublier toute l'équipe de la régie. Restez avec nous sur ITV. Dans quelques instants, nous vous proposons la déclaration des émissaires des khalifes généraux du Sénégal en direct de la grande mosquée de Dakar. Ils vont se prononcer sur la situation actuelle du pays, émaillée par des scènes de violence, comme vous l'avez constaté. Déclaration à suivre donc en direct dans un instant sur ITV.